Je suis allé voir la torche hier. La torche olympique. Ah. Et j'ai passé toute la journée à dire que j'allais voir la flamme. Aujourd'hui, je me suis aperçu que c'était une occasion ratée. Une grosse occasion ratée. Donc, je me reprends là. De pouvoir utiliser le terme torche au Oui. lieu d'utiliser Exactement. le flambeau. Ben oui. Qu'est-ce Voilà. que ça aurait été s'il y avait une équipe de la LPHF qui s'était appelée la Torche de Toronto? Là? C'est passé Ah, proche. ça a bien failli. J'aurais aimé Ouais. ça dire ça chaque jour de ma vie professionnelle. Oui, La torche Christine, de Toronto qui l'emporte. penses-tu Oui, que les noms qui ont flotté, là, qui ont été retenus comme étant des marques déposées, etc., puis qui finalement n'ont pas été utilisés, c'était-tu. Est-ce que la réaction négative généralisée a fait en sorte que finalement, ils les ont pas pris? J'ai envie de. Je me demande même si ça c'était pas voulu que ça fuite un peu, tu sais, tester Mhm. ça. Ben oui. Mais, Ouais. tu sais, il faut dire qu'avant ça, ça veut dire qu'il y a eu un brainstorm, hein. Il y a des gens qui se sont assis à une table, qui ont cherché les noms. Clairement, ils ne se sont pas rendus à la question est-ce que ça se dirait bien dans les deux langues? Non. Ben, ça se dit bien. Ça se Ah, dit. ça se dit bien. Ça se dit bien. On Ça emploie pourrait le mot. être flanc. Ça pourrait être flanc. Ça prête flanc à quelques calembours. Voilà. C'était quoi déjà le nom de Montréal? Le nom de Montréal. L'écho? Fais-tu l'écho? Oui, c'est l'Écho, bravo. L'Écho, c'est ça. Hey, merci. Et je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de place dans mon cerveau ici présentement de disponible pour autre chose que des Non, Jeux non, mais olympiques. Merci. Fait qu'une chance que Marc-Antoine est là. je m'en Puis, rappelais pas. L'Écho, et là, on se disait comment illustrer ça sur un chandail. Oui. Ouais. Une montagne ou des, des vagues, là, des genres de petites waves là, qui C'est ça. reviennent. Ouais. Quelle époque! Quelle époque ce fut. Mais c'était la première fois que je voyais la torche olympique. Qu'est-ce que vous avez fait hier, vous? Avez-vous fait quelque chose d'olympique, à part travailler, là? Travailler. C'est juste ça, c'est juste Beaucoup ça. de. Faut comprendre, les Jeux olympiques commencent officiellement ce soir. Là. Moi, je suis au tournoi féminin, puis c'est déjà commencé depuis un bout, mais on est à l'époque, à l'étape des tests. Hein. Il y a beaucoup de tests. Oui. Puis on espère que Non nécessaire. tous les problèmes survenus, c'est ces choses du passé, puis qu'on va Ouais. on va être prêt à partir. Et moi, j'ai géré un simili, j'allais dire scandale, mais on dirait que moi, quand je vais aux Jeux olympiques, ça me suit. Hein? Aux Jeux de Paris, je couvrais le soccer 2 jours avant le début des Jeux. C'était le scandale d'espionnage par Le drone. Drone Gate. Et là, premier match, ça suit le Canada et ça me suit. Premier match du Canada annulé. Donc, au jeu hier, on courait après des informations de la Finlande, on courait après les relationnistes canadiens, puis on courait après l'IHF. Donc, ça ressemblait à ça, la journée. Moi, je peux vous dire que l'aréna Santa Giulia, dont il a été tellement question comme étant il ne sera jamais prêt, il y a des retards, quelle catastrophe. Puis évidemment, tout un chacun prend des photos des couloirs avec des rouleaux de peinture et puis des sacs de poubelle. De la potée. De la poudre de poté. Oui, c'est ça, du poté. Un peu Une partout. chaudière de potée. Il y a du Santa Giulia porn qui circulait depuis quelques semaines. Oui, les amateurs de rénovation, là. As-tu vu la belle chaudière de potée? Exactement. Mais on s'inquiétait, puis honnêtement, la progression a été quotidienne. Entre la première journée où j'ai mis le pied là, puis aujourd'hui, c'est hallucinant. Là, aujourd'hui, il y a un match qui a lieu. Plein d'ambiance, l'intérieur de l'enceinte principale, ce qu'on appelle le bol. C'est de toute beauté. Puis finalement, tu dis, OK, il avait dit que ça allait être prêt. Et c'était prêt, hein? C'est prêt, ouais. Minuit moins une, mais finalement, ils sont arrivés à temps. J'y suis présentement, puis oui, à certains endroits, il manque de la peinture, mais en soi, c'est beau, c'est neuf, c'est immense. Je trouve ça parfait. Quand le chauffeur te dépose au bon endroit ou que tu arrives par le bon moyen de transport ou la bonne porte de métro, ça se passe très bien. Et c'est sûr, comme tous les Jeux olympiques, c'est un enjeu se rendre dans les différentes venues, hein, c'est sûr. Si tu vois un paquet de papier sablé traîner, ramasse-le. Christine, j'ai des petites jobines à faire à la maison. C'est noté. OK, aujourd'hui, faux départ pour le Canada. Pause confortable pour le CH. C'est tellement hockey, épisode 462. Elle est votre journaliste affectée aux affaires du hockey. C'est Christine Roger. Allô, Christine? Bonjour. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine.
Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Alexandre Coupal. It might become a strength. I got to think positive. We might be stronger when we come out of the corner. You never know. Like the wise Chinese man, I don't know why he spoke English, but he said in that story, he said, "We will see." You know, if you know the anecdote. Do you know? We'll see. You never know what happens there, It basically. seems like you feel L'entraîneur de la Finlande qui exprime bien le mal qui semble avoir, qui semble ronger l'équipe, qui explique là que, en effet, il tente de faire référence là, à un slogan, pas un slogan, mais un poème chinois, ou enfin, il est confus. Et, Et toi aussi. et moi aussi. Ben moi, il faut que je fasse une traduction. Donc, je pense que je Ouais. pile. Je pense que je suis Mais on pas mal l'aime dessus. déjà, je trouve. Tero Lettera, Ouais. Il est vraiment parfait. sympathique. Là. Il y a comme il dégage quelque chose un peu de John Cooper, je trouve. Ah oui, mais là, ça, c'est un beau très compliment. pince sans rire. OK. Puis honnêtement, il a l'air de tirer le meilleur parti d'une situation assez abracadabrante. Et comment dire, il est aux Jeux olympiques et il compte bien s'amuser. Sauf que là, c'est pas drôle là, parce que l'équipe est décimée. Il y a un virus là, s'apparentant à ce virus-là que vos enfants attrapent à la garderie qui mine l'équipe. Si tant est que le premier match du Canada, qui devait l'opposer à la Finlande, a été reporté. Puis ça, ben, évidemment, ça bouscule. Est-ce que c'est Gina Kingsbury qui disait ça? C'était entouré, la date est entourée, tout le monde est focus, c'est ça, puis là, c'est pas ça. Donc, il faut se réajuster. Oui, il faut se réajuster. Pour le Canada, c'est pas un enjeu si grand. Là. En plus, le Canada savait que le match de quart de finale était prévu la deuxième journée, donc le 14 février. Donc, en jouant le 12 février, elles ont quand même une journée de congé. Puis normalement, ben, elles devraient affronter en quart de finale une équipe du groupe B, donc une équipe vraiment, vraiment moins forte. Toute cette histoire-là est quand même nébuleuse. Là. Moi, j'étais à l'entraînement de la Finlande ce matin. Là, maintenant, il y avait 14 joueuses à l'entraînement. On dit qu'il y a 9 joueurs qui sont toujours isolés. Mais là, parmi ces 9 joueuses-là, j'essayais de demander, sont malades ou quoi? Ils disaient, je peux pas aller dans les... Je peux pas préciser. Puis il y a des joueuses, Carvanen était de retour ce matin. Elle disait, j'étais en quarantaine, mais j'ai jamais été malade. Donc, on dit, mais la quarantaine, c'était où? On ne divulgue pas ces informations-là, comment ça fonctionne. Mais c'est le CEO vraiment qui régit ça présentement. Puis même, il y a des joueuses finlandaises. Elles vont aller à la cérémonie d'ouverture ce soir. Elles ont eu le feu vert du CEO. Donc, tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont dit que peut-être qu'elles étaient arrivées avec ce virus-là. Puis je pense que ça fait très peur. Là. Hier, ça disait 12 joueuses touchées. J'ai l'impression qu'honnêtement, c'est pas tant que ça, mais qu'ils n'ont pas pris de chance. Puis qu'on s'est assuré que toutes celles qui avaient été en contact, on les sépare, on les envoie ailleurs en quarantaine pour un 48 heures pour s'assurer justement que ça ne se répande pas. Et toutes les autres équipes ben, sont en santé, ils ont leur formation complète, de leur alignement complet. Donc, c'est pas quelque chose qui est en train de se propager comme certains médias laissent entendre. Oui, mais en même temps, justement, l'entraîneur-chef Lettera a dit hier midi, avant que la nouvelle tombe, c'était en matinée, avant que la nouvelle tombe et qu'on annonce formellement le report du match, il dit, si jamais on me demande de jouer à 10 joueuses, je vais le faire. Il disait à contre-cœur, mais il y avait plusieurs joueuses qui n'étaient pas en mesure de jouer hier. Ouais. Il y avait un risque aussi de contamination de l'équipe canadienne si elles étaient pour finalement respirer le même air, se retrouver dans des contacts, etc. Rappelez-vous, tu l'as vécu, Christine, avec la COVID puis l'histoire de l'équipe russe en 2022. Mais tu sais, à partir du moment où tu as une équipe qui a quelque chose, qui négocie avec un virus, ben là, la façon de transmettre ça à l'autre équipe, là, c'est pas. Le virus ne choisira pas sa couleur de chandail. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est vraiment. Moi, c'est ce qui m'est venu en tête immédiatement, c'est cet épisode des Jeux olympiques de Pékin. On se souviendra que, bon, la Russie devait faire. En fait, toutes les équipes devaient faire leur test COVID le matin même avant de disputer leur match. Et on attendait encore le résultat des tests COVID de la Russie. Et donc, finalement, le match Canada-Russie a commencé en retard. Elles ont joué avec des masques. Et encore, c'était le Canada qui était impliqué à ce moment-là. Tu sais, hier, j'ai dit à Gina Kingsbury, as-tu une impression de déjà vu? Ben ouais, pas mal. Luc Tardy de l'IHF me dit la même chose. Tu sais, vous parlez de l'entraîneur de la Finlande, il est drôle parce qu'il disait, normalement, la règle, il dit, j'ai une gardienne, 5 joueuses, on peut jouer. Donc, on pourrait jouer. J'ai dit, ouais, mais là, concrètement, si tu as juste 5 joueuses et une gardienne, vas-tu vraiment jouer?
Il dit, peut-être que mon meeting sur les unités spéciales va être assez court. Je vous dirais si on a juste 6 à jouer. Donc, il est très drôle. Mais effectivement, c'est ce que la Finlande a fait tout de suite. A appelé Gina Kingsbury, a appelé le Canada. Puis l'objectif aussi était de... C'est important là, ce qui se passe pour le hockey féminin. Le Canada aurait pu refuser, dans le fond, de reporter. Ça aurait pu être un match qui est, dans le fond, qui est un forfait de la part de la Finlande. Mais est-ce que ça aurait été positif pour le hockey féminin? Pas du tout, parce que vous pensez qu'un match Canada-Finlande, en Europe principalement, c'est une visibilité absolument incroyable. Je pense que le hockey féminin ne pouvait pas se passer de ce match-là. Ouais, ça aurait été très inélégant de la part du Canada, là, qui fait figure un peu de leader. Là. Donc, ça n'aurait pas été très, très, très gentil. Là. Non, puis l'histoire du forfait, c'est que tu as les forfaits qui peuvent... L'équipe peut ne pas se présenter, puis à ce moment-là, elle va avoir un forfait, mais le coach a raison quand il dit qu'il y a un minimum de 5 patineuses et une joueuse. Ça, c'est les règles de la fédération. C'est le minimum vital. Évidemment, tu ne joues pas un match avec pas de remplaçant, puis les mêmes joueurs ou joueuses qui restent à la glace pendant 60 minutes. Mais ça, c'est le minimum pour être accepté comme étant ton équipe étant prête à jouer. Mais sinon, c'est dans ces cas-là où, avant, je ne sais pas, la règle s'applique encore, mais jusqu'à tout récemment, il y avait dans le livre des règlements de la Fédération internationale de hockey sur glace une disposition qui disait que si tu perds par forfait, tu perds 1-0, mais les statistiques, il n'y a pas de statistiques comptabilisées ou quoi que ce soit. Mettons, le but ne va pas à l'équipe qui a gagné 1-0. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que le Canada non plus n'a pas à chercher à demander à ce qu'il y ait forfait, parce que le Canada aussi a intérêt à jouer tous ces matchs. On a beaucoup parlé du fait que il n'y a pas eu de centralisation dans la préparation des joueuses de l'équipe canadienne. Finalement, tout le monde est maintenant au même niveau, c'est-à-dire tout le monde est dans la même situation où les joueurs sont éparpillés aux 4 coins du monde, puis on les rassemble le plus souvent possible, puis on essaie de monter des camps, etc. Mais il n'y a pas de période de centralisation comme dans les cycles olympiques précédents. Alors, dans ce contexte-là, pour toutes les joueuses qui, oui, se connaissent bien, puis tout ça, puis on parle de l'équipe canadienne qui est pleine d'expérience et qui est un peu plus âgée, mais ouais, c'est des filles qui se connaissent, sauf que chacune des occasions de pouvoir roder leur jeu, surtout en prévision d'un choc avec les Américains où elles ne sont pas favorites, bien, ces occasions-là, dans le tournoi préliminaire, elles doivent les prendre. Fait que, tu sais, Gina Kingsbury en dit on doit jouer, on est là pour jouer, pour compétitionner puis jouer tous nos matchs, on va le faire. Fait que même si ça resserre un petit peu le calendrier, bien, cette période de rodage-là, ils ont peut-être en tiré les bénéfices en fin de compte. Ça leur a donné une période d'entraînement supplémentaire hier soir. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle un peu? Bien, il faut comprendre qu'avec le format du tournoi qu'on a ici, c'est le groupe A, le groupe le plus fort, il y a le groupe B. Donc, ça n'arrivera pas. Mais concrètement, la Finlande pourrait ne pas jouer aucun match du tour préliminaire, donc terminer dernier du groupe A et quand même avancer en quart de finale parce que les 5 équipes du groupe A avancent. C'est quand même un peu spécial si on pense à ça. Parce que là, contre les États-Unis, si jamais la Finlande n'avait pas suffisamment de joueuses, mais là, le calendrier, là, il n'y en a plus de place. Là. Je veux dire, c'est devenu hyper serré. De toute façon, le directeur général il a dit non, à moins. Écoute, on ne sait jamais. Il peut arriver avec un autre drame ou un autre scandale. Mais normalement, la Finlande va être capable de jouer demain contre les États-Unis. Et ça a permis au Canada, tu disais, de faire un entraînement spécial, très spécial, un entraînement secret, mystérieux. Parce c'est que déjà, essayer de savoir s'il y avait un entraînement en soirée était toute une épopée. Là. Pourtant, pendant ce temps-là, on peut parler à la relationniste des États-Unis, de la Finlande. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai parlé à toutes les relationnistes, à peu près de toutes les équipes. C'est assez facile. Alors, au Canada, on n'avait pas de nouvelles. En fait, je l'ai découvert moi-même qu'il y avait un entraînement. On en a parlé avec les gens de OBS, les gens en fait qui s'occupent des médias au niveau de l'aréna. Et là, ensuite, c'est fermé. Là, c'est à la glace de pratique. Ensuite, c'est à la glace principale. Il n'y a pas de médias. OK, c'est ça, on a exigé que ce soit à huis clos, puis il y avait du monde. Oui, mais on a du monde comme vous, là. Il y avait du monde, il y avait toi, il y avait tous nos collègues. Moi, j'étais caché dans la zone mixte. Moi, c'est vrai. Je ne voyais rien. Ouais, mais nous, on s'est plutôt fait expulser. Exact. Nous, de quel pays on est déjà? J'ai mis mon passeport dans le coffre-fort, là. Mais, mais c'est ça. Évidemment, nous, c'est pareil. Hein, nous aussi, on se pratique. Puis
il y a beaucoup de fils de branchés. Il faut s'assurer qu'ils sont branchés à la bonne place. Puis on fait des tests. Puis c'est pas, comment dire, pour le plaisir. Là, c'est pas, puis Mais on nous a demandé écoute, de quitter, comment dire, à plusieurs reprises, qu'il n'y avait pas de compréhension là, de notre situation. Surtout, comme tu viens de le dire, Christine, qu'elle ne devait même pas s'entraîner sur cette non. patinoire-là. C'est Mais comme, il s'agit là, ça que s'appelle pas l'art de se Marc-Antoine, faire des là, amis. Ouais. on connaît, il s'agit que Marc-Antoine, là, il prenne en note les duos de défenseuses là, pour la première vague des avantages numériques. Et là, qu'il appelle le coach de la Suisse et lui Donc, il donne cette écrive. information parce qu'on sait que c'est vraiment, vraiment difficile d'obtenir la vidéo du Canada et de savoir qui fait partie de cet alignement-là et qui sont ces joueuses-là. Vous comprendrez mon sarcasme un petit peu. Mais tu sais, ça, une chose, il y a ça, mais moi, c'est le fait aussi que depuis tout cet événement-là, on a eu Gina Kingsbury hier qui a accepté de répondre aux questions en français, en anglais, si c'est bien. Les joueuses n'ont pas répondu hier. Gina Kingsbury nous dit, écoutez, on avait prévu qu'on allait jouer le 5, on va se regrouper, on leur laisse 24 heures pour digérer tout ça. Puis ensuite, elles vont pouvoir parler. Ah, mais en passant, l'entraînement est annulé demain, donc aujourd'hui. Donc, pas de dispo médias aussi aujourd'hui des joueuses canadiennes. Donc, présentement, la dernière fois, même si je suis ici que j'ai pu parler aux joueuses canadiennes, c'était avant toute cette histoire-là. C'est ça. Fait que demain, elles vont parler, il y a des joueuses qui vont parler avant le deuxième match. Puis elles vont dire, on va se concentrer sur le match d'aujourd'hui. C'est ça. Je comprends juste des questions sur le match d'aujourd'hui. Est-ce que, en tout cas, j'allais dire, c'est ça, c'est pas le bon, ça fait pas un beau rôle pour commencer, mais vous parlez de la centralisation. Pensez-vous on préférait ça? Pensez-vous qu'on va s'apercevoir que la centralisation, on aimait ça? Ouais, mais ils ne peuvent pas retourner en arrière. Ben non. La SPHF existe. Là. Je sais. Alors, Personne ne va dire ça, là. Un mois à Non, s'entraîner avec les mêmes filles. Non. OK. Non. Mais je posais la question parce que c'est certainement une grande différence. Tu sais, on dit, c'est les premiers jeux depuis que la LPHF existe et on cherche si le calibre va augmenter, si les Tchèques, les Finlandaises, si l'écart va se réduire, mais ça reste que c'est ça. Le petit univers de l'équipe canadienne et de l'équipe américaine aussi, qui en avait les moyens également, est chamboulé là, par la bande. Là, ouais, mais tout le monde se retrouve on dit la même chose, tout le monde se retrouve dans la même situation, bref. Dites-le en même temps. Voilà, les grands esprits se rencontrent. On commence, OK, à go. C'est qu'on dit? Laissez tout faire. le monde se retrouve dans la même situation, donc je veux dire, c'est pas une excuse. Là, la bonne nouvelle, le Canada, ils ont repris en grande partie la même équipe, donc ça ne sera pas un enjeu de ce côté-là. Inquiète pas, elles se connaissent très, très, très bien. Mais tu sais, en bout de ligne, elles sont revenues de la Suisse. Elles ont pu hier aller se promener devant le Duomo, prendre un petit café, un croissant, s'entraîner. Aujourd'hui, je voyais que les joueuses canadiennes sont allées voir leurs compatriotes canadiens au patinage artistique. Ensuite, elles vont aller à la cérémonie d'ouverture. Donc, tu sais, ça leur permet aussi de profiter de l'Italie. Peut-être un mot sur les Américaines qui, elles, étaient à l'horaire hier et elles ont joué. Puis, pas de... Ça, c'est... Non seulement c'est pas un faux départ, c'est tout un départ. Toute une machine de hockey, les Américaines. Ils sont extrêmement rapides. Elles n'ont donné aucune chance aux Tchèques au niveau de leur échec avant puis de la pression qu'elles ont mise en fond de territoire. Les Tchèques étaient menottés dans leur mouvement, précipités, multitude de pertes de rondelles puis de revirements qui faisaient en sorte que les Américaines avaient pratiquement constamment la rondelle. Puis je pense que c'est surtout là, tu sais, quand on parle souvent de la vitesse de l'équipe américaine, je trouve que c'est leur vitesse sans la rondelle au niveau de la pression qu'ils exercent sur leur adversaire qui fait en sorte que le temps et l'espace, tu sais, des thématiques qu'on entend quotidiennement dans la Ligue nationale, c'est le même sport, puis c'est les mêmes recettes gagnantes sont appliquées. Ouais. Puis elles le font très, très bien parce que oui, elles sont plus douées aussi. Elles sont plus rapides sur leurs patins, mais tu sais, je regardais aller les Tchèques, puis c'était quand même pas une mauvaise équipe de hockey. Tu le vois qu'il y a des habiletés au sein de cette équipe-là, au niveau du maniement de rondelles, un effort de création d'offensive, mais ils sont simplement, je parlais avec Nathalie Milinkova qui joue pour la Victoire de Montréal. Après le match, elle disait, elle dit oui, on était loin du compte, mais au moins on sent que l'écart se rétrécit un peu. Je pense que c'est ça beaucoup l'objectif pour ces pays-là,
c'est de rétrécir l'écart qui les sépare du Canada et des États-Unis. Puis chaque confrontation internationale va permettre à ces pays-là de se mesurer, de voir où elles en sont. Puis en envoyant leurs meilleures joueuses dans des ligues professionnelles, puis d'abord et avant tout dans la LPHF, bien, ça permet à des joueuses comme Milenkova de vivre au quotidien ce style de jeu-là. Mais pour toutes celles qui n'y sont pas exposées, mais qui débarquent une fois par année puis qui affrontent une machine de guerre comme celle des États-Unis, il y en a qui manifestement ont fait le saut hier, que ce soit certaines défenseuses, la gardienne de but, ça allait vite par moment. Mais malgré le nombre de lancers, je pense que ça finit 42-14. Domination, assurément, oui, des Américaines, mais je trouve que c'est vrai que c'est plus... le score final reflète moins une domination outrageuse. Tu vois quand même que la Tchéquie, puis potentiellement la Finlande, qui a des espoirs de médaille de bronze là aussi, là, ils réussissent peut-être à réduire l'écart un petit peu, mais on n'est pas encore rendu au jour où quelqu'un va détrôner le Canada et les États-Unis. Je pense qu'il faut faire abstraction. Justement, si quelqu'un regarde peut-être en France. Oui. Si quelqu'un regarde la feuille de match, évidemment, puis qu'il n'a pas vu cette rencontre-là, on dit domination totale. Puis c'est vrai, mais je pense que faut réaliser que oui, les autres équipes ont progressé, mais les Américaines, les Canadiennes aussi ont évolué, puis les Américaines ont une cohorte absolument incroyable. Cette équipe-là n'a pas de faiblesse présentement. Là. Elles sont bonnes à toutes les positions, elles ont du talent, elles ont des bonnes vétéranes, elles ont des bonnes jeunes. Donc, c'est une équipe vraiment complète. Mais tu sais, qu'est-ce que tu dis des jeunes joueurs avec des habiletés, c'est que, tu sais, il y a quelques années à peine, il n'y en avait pas vraiment de superstars là, dans la Tchéquie ou dans la Finlande. Une fois de temps en temps, on avait Irikoski du côté de la Finlande, qui est une légende, qui est sûrement la meilleure défenseuse au monde pendant longtemps. Mais justement, c'était comme une denrée rare. Là, maintenant, tu as Kaltunkova du côté de la Tchéquie, tu as Blinkova. Moi, j'ai hâte de voir cette équipe de la Tchéquie-là contre des équipes plus faibles. Parce qu'une Kaltunkova, si vous regardez la LPHF, elle joue pour les Sirens de New York. Incroyable joueuse. C'est probablement le meilleur titre du doyen de la LPHF. Elle est grande, elle est arrogante et gossante en bon québécois devant le filet. Mais là, tu sais, évidemment, ils la connaissent, les Américaines. Pierre, elle n'avait tout simplement pas d'espace. Ouais. J'ai vu, moi, ce matin, j'allais voir un peu le match Japon-France. OK, c'est pas une grosse affiche, là. C'était pas relaxé. C'était pas relaxé. On s'entend, là. Les Japonaises ont gagné. Et là, ce qui m'a surprise, il y a des Japonaises, je suis grande comparée à certaines Japonaises. Là. Il y en a de 4 pieds et 10, 5 pieds, mais des habiletés. Et j'ai l'impression, puis j'ai pas d'informations, c'est comme si dans leur préparation, elles s'étaient préparées au jeu physique. J'ai vu des petites Japonaises arriver avec une technique que j'avais jamais vue de leur part, proche de la bande, réussir à tasser des Françaises de 5 pieds et 10. Donc, même ça, j'ai vu que, je veux dire, les Japonaises n'étaient jamais reconnues pour leur robustesse, on s'entend, mais j'ai vu un jeu qui progresse. Puis je me permets quand même de dire un mot sur l'équipe italienne. L'équipe italienne qui a fait une centralisation à Montréal pendant 2 mois. On sait que c'est Daniel Sauvageau, notre collègue, qui est la directrice générale. Les entraîneurs sont tous québécois. Il y a plusieurs joueuses dans cette équipe-là aussi qui ont la double citoyenneté, qui sont montréalaises. C'est Stéphanie, l'entraîneur? Plus maintenant, c'est Éric Bouchard qui est l'entraîneur. Il y a Pierre-Alexandre Poulain, le frère à Marie-Philippe Poulain, qui est entraîneur adjoint. Et il y a aussi Alexandre Tremblay qui travaille pour la Victoire et pour l'Italie. Bref, c'est des Québécois partout. Et là, je veux dire, cette équipe-là était qualifiée d'office parce qu'évidemment, c'est le pays hôte. On a fait appel à Daniel Sauvageau il y a 3 ans. Et là, hier, victoire de 4-1 contre la France. Et celle qui a marqué le premier but de l'Italie, Kayla Tutino, c'est une Montréalaise, c'est une fille qui a joué pour les Canadiennes. Elle avait pris sa retraite. Elle a coaché Dawson. Elle était entraîneuse adjointe de McGill. Puis à l'époque, Stéphanie Daniel Sauvageau disait hey, « Vous donc nous aider à coacher. » Là, elle était déjà vraiment en forme. Elle était sur ses patins à chaque jour. Puis là, elle regardait ça. Puis elle avait déjà sa citoyenneté italienne. Là. Elle regardait ça et je pense que je pourrais. Assistante capitaine, aujourd'hui, est venue à Milan. Elle a 40 membres de sa famille qui sont venus du Québec et elle marque le premier but de l'histoire de l'Italie aux Jeux olympiques. Donc, chapeau. Puis honnêtement, Isabelle Leclerc, notre analyste, l'avait prédit. Je pense que l'Italie va passer en quart de finale. Et qu'est-ce que ça pourrait faire? Un match Canada-Italie en quart de finale, ça voudrait dire Pierre-Alexandre Poulain contre Marie-Philippe Poulain. Ça serait vraiment cool. Oh! C'est le fun d'avoir un pays hôte qui n'est pas une force dans un certain sport et qui tout à coup donne des moments de frénésie. C'est le début des Jeux. L'aréna était pleine hier, puis il y a c'est susceptible, ce tournoi-là est susceptible de créer un engouement.
une curiosité, du moins auprès de la population italienne. Je dirais, on n'est pas du tout là dans le hockey féminin, mais on a gagné au moins un match, puis on a un buzz, puis ça fait quelque chose d'intéressant à suivre. Effectivement, si jamais, tu sais, de la manière dont elles ont malmené la France. 46 tirs quand même. Tu sais, fait que oui, la présence encore, là, être l'équipe qui sort du groupe B, ce serait pas surprenant. Je trouve ça le fun autant du côté masculin que féminin. L'objectif, évidemment, c'est que le hockey gagne en popularité en Italie. On me disait que l'Arena Santa Giulia, l'objectif est de le garder intact pendant 2 ans parce que sinon, c'est tout des arénas ou des amphithéâtres temporaires qu'on va détruire après. Puis il n'y en a pas de patinoire tant que ça en Italie. Donc, je pense que les organisateurs et le membre de la fédération italienne, ils espèrent qu'il va y avoir un engouement et que finalement, ça va devenir un sport plus important et qu'il va y avoir des infrastructures pour continuer de le faire progresser ici en Italie. Là. Bon, juste pour clore ce segment sur le tournoi féminin, je ne sais pas si on a le droit d'en parler, là, mais parce qu'on a été chassés, mais c'était quand même un entraînement avec du rythme, ce qu'on a pu voir. Puis je pense qu'on peut parler de ce qu'on a pu voir parce que c'était avant qu'on nous mette dehors. Enfin. Je sais pas, je n'étais pas là. C'est la directive que... Ah oui, c'est vrai, tu n'étais pas là, mais Marc-Antoine... Mais moi, c'est important, tu comprendras que c'est important que je dise que je n'étais pas là et que que j'ai rien vu, moi. C'est vrai. Moi non plus, j'ai rien vu. Moi, je n'ai pas vu. Bon. Mais moi, j'étais là. C'est un entraînement avec... Moi, les règles, c'est pour les autres. Je peux te dire, moi, la grosse surprise jusqu'ici, là, tu sais... De toute façon, je ne pense pas qu'ils ont changé quoi que ce soit. Je vais le voir demain. C'est de voir qui sera sur ce premier trio-là, qui va compléter Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey. Mais cette équipe canadienne-là amorce ce tournoi-là demain contre la Suisse. Puis j'ai l'impression que je dis la même chose depuis plusieurs années. Il va falloir que Marie-Philippe Poulin fasse des miracles et qu'Anne-Renée Desbiens soit exceptionnelle. Si elles veulent espérer, ça va bien aller. Là. Contre les autres équipes, là, je pense que ça va aller. La Tchéquie, on verra. Mais contre les Américaines, si elles veulent avoir une chance, là. En même temps, je te dis ça, c'est les... Il faut qu'Anne-Renée Desbiens sorte un lapin de son chapeau. C'est elle qui peut donner la meilleure chance à son équipe. C'est ça. Mais en même temps, je veux dire, comme c'est les Jeux olympiques, hein, il va sûrement avoir 2-3 surprises, scandales, drames d'ici 3 jours. Donc, on s'en reparlera. Mazan. Tu peux pas contrôler exactement où tu vas être dans le classement. T'sais. Ça dépend que c'est les autres équipes qui font aussi. T'sais. Mais je suis content du comportement de notre équipe à travers... on a joué 57 matchs. Puis c'est trouver des solutions tout le temps, se réparer vite et tout. Puis on est résilient. Fait que je te dirais là, comment que mon équipe s'est comportée jusqu'à date. Moi, je trouve que c'est une belle progression de l'année passée encore. On a une continuité avec un bon groupe. Puis... le classement, c'est le classement, puis on va continuer à rester sous le processus. Un Martin Saint-Louis heureux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça circulait sur les médias sociaux. On voit Martin parler aux joueurs dans le vestiaire, puis il dit « Combien? On en a gagné combien? » Ah ouais, puis et effectivement, c'est une très, très bonne fiche que ce voyage. Ouais. J'ai oublié les chiffres, mais c'est quoi? C'est 5-0-1, c'est un truc du genre. Et... évidemment, ça place le Canadien. C'est intéressant, la position au classement avant la pause. C'est une belle façon de partir en vacances. Qu'est-ce qu'ils font à ceux qui ne vont pas au jeu? Est-ce qu'ils vont tout le monde en vacances? Il y en a plusieurs. Ils sont arrangés des voyages une semaine dans le sud, assurément. Les vacances, même s'il y a une pause au niveau du calendrier olympique pendant plus de 2 semaines, là, le congé lui-même ne sera pas aussi long que ça pour les joueurs du Canadien parce qu'ils vont revenir à l'entraînement quand même assez vite. Il faudrait que je vous retrouve exactement à quel jour ils vont le faire. Mais bref, ils sont... je pense que c'est bien pour le Canadien parce que c'est une équipe... Quand tu regardes les différentes formations qui se battent, entre autres, dans la division Atlantique, il y a certaines formations qui ont plusieurs de leurs meilleurs joueurs qui sont aux Jeux olympiques. Puis là, le Canadien, quand tu regardes ça, Lane Hudson n'y est pas. Cole Caulfield n'y est pas. Ivan Demidov n'y est pas. Alors, puis on pourrait peut-être même inclure Noah Dobson là-dedans. Mais tu as des joueurs clés, donc, qui vont avoir l'occasion de se reposer, de recharger leur batterie, contrairement à d'autres équipes où la majorité de leurs meilleurs joueurs participent au tournoi olympique. Fait que c'est sûr que tu vas au jeu, tu vis une expérience extraordinaire, il y a beaucoup d'adrénaline, tu côtoies les meilleurs joueurs. Il y a des joueurs qui vont sortir grandis de cette expérience-là, puis ils vont amener ça dans la Ligue nationale. Sauf que je trouve quand même que c'est un bon... ça donne bien pour le Canadien. Puis surtout, quand tu connais la personnalité de gars comme Hudson et Demidov qui mangent du hockey,
Eux autres, la semaine dans le sud, là, je ne sais même pas si eux, ils s'en sont réservés une, parce qu'ils doivent lorgner du côté de n'importe quelle patinoire qu'ils vont pouvoir trouver, puis aller patiner, parce que ça va leur démanger de ne pas jouer. Alors, ils vont manger les bandes au moment où les activités vont reprendre. Puis, des fois, il y a des équipes, quand on regarde l'année dernière, il y avait des équipes qui avaient de très, très bonnes fiches avant la confrontation des 4 nations. Je pense entre autres aux Red Wings de Détroit ou aux Islanders de New York. Ils étaient revenus de la pause, puis ça avait piqué du nez. Hein. Les Red Wings de Détroit étaient embarqués sur une séquence de défaites qui finalement leur a coûté une place en séries éliminatoires. Tu as d'autres équipes, comme les Jets de Winnipeg l'année dernière étaient en feu avant, sont revenus, ils ont continué dans la même cadence. Fait que là, il y a les deux cas de figure. Alors, on ne sait pas encore de quel côté ça va tomber pour le Canadien, mais ce que je trouve intéressant, surtout à la lumière de la victoire à Winnipeg l'autre soir, c'est que là, ils partent avec 2 gardiens de but qui sont dans un bon état d'esprit. Parce que Jacob Debesch joue très, très bien. Ça fait plusieurs départs en ligne où il est rassurant. Il ne fait pas juste gagner. Non, exactement. Ouais. Là, son niveau, il collabore en tout premier lieu. Ouais. Puis, écoute, contre les Jets, Samuel Montembeault a été fumant. Ça a été un de ses meilleurs départs de la saison. Il était vraiment excellent. En première moitié de première période, début lent pour le Canadien. Puis lui, il les a gardés dans le match. Il a permis de se trouver un élan. J'ai trouvé que même si les Jets ont marqué en infériorité numérique, c'est souvent en infériorité qu'il a eu ses meilleurs arrêts par la suite dans le match. Puis, tu sais, il a pris du momentum à mesure que la partie avançait. Fait que ça, c'est un gros gain pour lui que de pouvoir, malgré toute l'incertitude, malgré les hauts et les bas de la saison, de pouvoir partir en vacances en disant « Ah, OK, au moins je pars sur une bonne note. » Alors, c'est un peu le reflet de toute l'équipe d'une certaine manière, ce qui est arrivé à Montembeault. Tu parlais d'une expérience grandissante là, aux Jeux olympiques, mais ça reste que c'est un marathon, mais c'est intense, les Jeux olympiques. C'est un match souvent aux 2 jours. Pour la majorité des gars, ça va être une première expérience. Donc oui, ils peuvent revenir grandis, mais ce que souvent les athlètes côté féminin m'ont beaucoup dit, c'est hyper drainant. Physiquement, c'est demandant parce que la charge de travail est immense, mais tu es aussi toujours sur l'adrénaline, tu es tout le temps excité, c'est toujours nouveau, c'est beau. Puis quand tu reviens, là, quand ça crash en bon français, souvent, c'est difficile de retrouver ton énergie, le décalage horaire. Donc ça aussi, je suis entièrement d'accord avec Marc-Antoine. Je pense que Bill Guérin a peut-être fait le plus beau cadeau qui soit aux Canadiens en ne prenant pas Lane Hutson puis Cole Caulfield. Et c'est drôle parce que je vous dis, quand je dis que je viens du Canada, ça fait plusieurs personnes, des bénévoles, qui me disent Lane Hutson, des Italiens qui regardent des highlights, des faits saillants, puis tu vois que les jeux du Canadien, l'équipe du Canadien, pour ceux qui s'intéressent un peu au hockey ailleurs, c'est pour être géolocalisé, ces affaires-là, mais clairement, il y a des petits tours de passe-passe, puis les gens ici, quand je dis que Montréal, le Canadien, on parle de Demidov, on parle de Lane Hutson et de Cole Caulfield. Ah ouais. La réponse était le 17 février, c'est le moment, premier entraînement du Canadien, donc il va rester encore là, presque une dizaine de jours avant le match suivant. Fait que c'est pas vrai que c'est 2 semaines et demie de pause et à se prélasser sur les plages. Là, non, mais quand même. Mais parlant de pause, là, puis en même temps, vous avez fait la démonstration qu'il y a plusieurs joueurs clés du Canadien qui vont pouvoir se reposer. Ça, c'est parce qu'il y en a tellement. Quand on a beaucoup des joueurs clés, il y a plus de chances qu'il y en a qui puissent se reposer. Mais est-ce que... Ils ont un gros noyau. C'est un gros noyau. C'est un noyau c'est ça, la différence avec des équipes qui ont des gros noyaux, puis il y en a d'autres qui c'est des pépins. Des pépins. C'est des pépins. Melon d'eau. C'est un poète. J'essaie de trouver un fruit. C'est quoi le... Alors, à la maison, là, quel serait le fruit avec le plus gros noyau? Envoyez-nous ça sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et on va faire le tri. On y revient pendant le tellement hockey olympique. Non, mais j'allais dire... Est-ce que de donner une petite pause à Suzuki quand il va revenir, parce que Suzuki va se rendre jusqu'à la finale puis gagner la médaille d'or, ça, c'est prenant, effectivement. Ben non. Non, je ne sais pas. Mais pensez-vous, enfin, je lance l'idée comme ça serait peut-être... Pourquoi? Ça serait envisageable. Pourquoi il ferait ça? Si jamais... parce que... Penses-tu qu'il voudrait ça, lui? Non, mais non, il ne dira pas. Il dit, mais des fois... Je suis le capitaine du Canadien, puis moi, je vais retourner au sein de mon équipe. Est-ce qu'il connaît... A-t-il entendu parler de la sagesse de Guy Boucher? Sûrement.
Parce que, oui, là, tu vas nous sortir Rest is a Weapon. Le repos est une Mais, arme. tu sais, voyons voir aussi. Il n'y a aucune chance, mais voyons voir aussi comment ça va être quoi son utilisation, là. Je pense pas qu'il aura la charge de travail d'un certain Connor McDavid lors de ces jeux-là. Mais après ça, non, ils vont revenir dans la course aux séries, s'il vous plaît. J'aimerais aller 3 jours aux Bahamas, c'est ça ton point? Non, mais je parle peut-être sauter, peut-être pas rembarquer dans le premier match. Là. Je dis ça. Non, il va être là dans le premier match. Au pire, il va peut-être rater une séance d'entraînement. Ben, j'espère bien. Si tout le monde saute le premier match, là, il n'y aura pas grand monde dans la Ligue nationale la première semaine. Non, mais ce que je voulais illustrer, c'est que le Canadien est confortable au classement. La plupart, il y a encore plusieurs joueurs importants qui, eux, vont s'être reposés. C'est le genre de luxe dont ils pourraient se bénéficier. Je dis juste ça comme ça. Oui. Mais, tu sais, Christian, tu parlais du quel genre de rôle attend Nick Suzuki. Moi, je trouve ce qui pourrait changer, là, c'est qu'avec l'absence de Brayden Point, probablement que là, les plans vont changer. Parce que Brayden Point, il y avait 2 options qui étaient considérées. C'était qu'il soit le centre du 3e trio ou qu'il soit utilisé à l'aile sur le premier trio. Alors, je pense que quand on regarde ça, il y a quand même un top 6 assez facile à déceler, même sans Brayden Point. On aurait d'un côté, là, je lance ça de même, ça pourrait être, disons, Celebrini, McDavid, Reinhart sur un trio. Tu pourrais avoir Crosby, McKinnon, Marner sur le 2e. Alors, Suzuki, je ne pense pas qu'il serait subitement, à cause de l'absence de Brayden Point, catapulté sur le premier trio. Ce que ça risque de faire, cependant, c'est probablement d'assurer sa place dans l'alignement tous les soirs. Ce qui serait déjà bien. T'sais. Alors, là, à ce moment-là, ben, de quelle manière on sépare les 3e et 4e trios? Parce que tu peux avoir Suzuki sur un trio, au centre d'un trio, puis Bo Horvat au centre d'un autre. Là, tu as Sam Bennett qui s'est ajouté. Peut-être que lui, on va vouloir le garder soit pour des adversaires. Des réservistes, on va peut-être vouloir les faire jouer contre des équipes de moindre calibre, puis Bennett qui soit certainement en uniforme contre les États-Unis. Mais si tu mets, par exemple, Suzuki au centre d'un trio avec Marchand et Stone, mettons, ça pourrait être intéressant. Puis là, tu as encore Brandon Hagel et Tom Wilson qui seraient disponibles. Fait que là, les 3e et 4e trios, je pense qu'il y a moyen de trouver beaucoup de temps d'utilisation pour Suzuki, lui en donner plus en infériorité numérique également. Fait que c'est plate pour l'équipe canadienne que Point ne soit pas là. Il est remplacé par Seth Jarvis. Mais on ne se le cachera pas, c'était pas la meilleure saison de Brayden Point en carrière. Puis ça fait des semaines qu'il n'a pas joué. Fait que même s'il était venu et il a dit je vais faire, t'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal. Même si ça avait été ça, il y a un Brayden Point qui est à 90% ou à 80%. Il est tout le temps meilleur que Seth Jarvis, qui lui est en pleine santé, qui va arriver là avec le couteau entre les dents, l'adrénaline de dire hey, finalement, j'y suis. Le luxe, on nous dit depuis le début, le luxe du Canada, c'est qu'il y a tellement de profondeur qu'on pourrait former 2 équipes. Bien, à ce compte-là, si tu es pour demander, là, on n'est pas dans un cas où ton équipe, tu as absolument besoin que malgré tes bobos, tu joues quand même parce que ton remplaçant il est vraiment de moindre calibre que toi. Le Canada a le luxe de pouvoir remplacer de bons joueurs, mais aussi gamer soit Brayden Point, puis je lui enlève rien, c'est un excellent joueur. Je suis sûr que s'il avait joué, il se serait illustré. T'sais. Mais dans tout ça, je pense que son absence fait en sorte que ça devrait jouer en faveur de Nick Suzuki. Puis la cohérence me dit les joueurs qui étaient nommés d'abord vont avoir préséance dans l'alignement sur les joueurs qui ont été ajoutés ensuite. Donc, ce ne serait pas surprenant que Bennett et Jarvis commencent comme réservistes. Alors, on verra comment ça va, mais le Canada n'est pas beaucoup plus mal en point à cause de ça. Effectivement. Non. D'ailleurs, évidemment, ça va, tout ça est interrelié. Je reviens juste aux Canadiens pour une note, comment je dirais, d'ordre non sportif ou d'ordre non sportif ou. Mais pendant ce voyage-là, vous aurez remarqué que c'est arrivé au moins à 2 reprises où il y avait pas mal plus de chandails rouges qu'on peut s'attendre sur une base normale. Tu sais, je sais que quand ça arrive dans l'Ouest, c'est assez courant dans l'Ouest canadien, mais là, c'était à Buffalo. À Winnipeg, ça compte peut-être un peu, mais
Dans les deux cas, il y a des. Scott Arniel, le coach des Jets, mais c'est qui? Est-ce que c'est Rasmus Dahlin à Buffalo? Ouais. Dans les deux cas, l'équipe adverse s'est exprimée sur le sujet. Mais tu sais, nous, on est à Montréal, mais est-ce que cette équipe-là est en train de devenir un peu plus chouchou à l'extérieur de par ses performances, de par son style électrisant, ou c'est juste une coïncidence qu'on a eu 2 matchs sur la route comme ça, collés avec autant de chandails du Canadien dans les gradins? Marc-Antoine va pouvoir, c'est lui qui suit davantage sur la route. Et moi, c'est pas scientifique, mais c'est mon impression. Autant de chandails que ça à Winnipeg, je me souviens pas d'avoir vu ça. Mais je le vois. À Buffalo? Oui, à Buffalo aussi. Je veux dire, on savait habituellement, les équipes canadiennes ou en Floride, des fois, tu sais. Oui, Boston, des fois, il y en a qui faisaient le voyage, mais pas autant que ça. Mais moi, je le vois même, je le ramène à plus petite échelle. Tu sais, si vous êtes entouré de jeunes joueurs de hockey, là, dans les 10 dernières années, il y a eu des chandails de Crosby, des chandails de McDavid, des chandails de McKinnon. Tu sais, c'était beaucoup des jeunes fans des Penguins de Pittsburgh. Et là, moi, je regarde dans mon entourage et là, ça veut des chandails de Ray Hudson, ça veut des chandails de David. Moi, je pense que ce qu'on voit là, avec ces jeunes-là, je pense vraiment qu'ils sont en train de conquérir des nouveaux fans. Puis que, tu sais, il y a quelques années, le Centre Bell n'était pas toujours plein. Là. Et là, présentement, essaie de t'acheter les billets sans vendre un rein et celui de ta mère. Bonne chance. Bien, la place qu'occupe le Canadien dans le reste du Canada, à l'ouest de l'Ontario. Oui, mais ça, oui, ça a toujours même été. peut-être à l'extérieur de Toronto, quasiment, tu sais. Si on regarde la ligne. Mais de manière historique, de manière historique, là, l'impact ou la présence du CH dans l'Ouest canadien remonte à il y a plusieurs générations. C'est quelque chose qui a été transmis des parents aux enfants avant même les expansions. Fait que, tu sais, tu étais à Vancouver, par exemple, avant l'avènement des Canucks, ben, il y avait les gens, il y a beaucoup de monde qui prenaient pour les Canadiens, puis ils ont transmis ça à leurs enfants. Tu sais, je me souviens, Shane Sherlock, qui est l'ancien bras droit de Trevor Timmins, qui est aujourd'hui le chef du recrutement amateur des Panthers de la Floride. Lui est originaire de l'Ouest canadien. Puis à un moment donné, j'étais parti en reportage pendant quelques jours avec lui. Puis je conduisais au Minnesota avec lui, puis on allait voir des matchs de joueurs en voie d'être repêchés. Puis il dit, tu sais, moi, là, je viens de l'Ouest, puis moi, c'était Yvan Cournoyer. Ah ouais. J'ai grandi en tripant sur Yvan Cournoyer. Puis ça avait, tu sais, c'est l'appréciation du Canadien dans plusieurs régions du pays. C'est ça, c'est quasiment de la transmission orale. Fait que dans bien des endroits, Vancouver, Edmonton, dans une certaine mesure Calgary, mais même ça déborde jusqu'à Winnipeg, c'est 50-50. Puis ça, à chaque fois que je me rends dans ces arénas-là, c'est toujours partagé 50-50. Là où, alors, j'ai pas été surpris outre mesure parce que j'ai vu à Winnipeg, mais ce qui est d'autant plus que Winnipeg, c'est un petit peu plus difficile en ce moment à vendre des billets. L'équipe est moins forte. Fait que dans ce temps-là, l'opportunité est meilleure pour des gens qui supportent d'autres équipes d'acheter des billets. À Buffalo, c'était devenu très facile d'obtenir des billets, mais traditionnellement, c'est les fans des Maple Leafs qui faisaient le voyage vers Buffalo, pas tant ceux de Montréal. Ouais. Alors, ça m'a surpris de voir les fans du Canadien envahir le KeyBank Center, le KeyBank Arena, parce qu'ils étaient en grand nombre, puis ça arrive à un moment où, finalement, les billets pour les matchs des Sabres redeviennent hot ticket, là, ça se vend comme des petits pains chauds parce que les Sabres sont devenus une très, très bonne équipe. Fait il a fallu que les fans du Canadien achètent ces billets-là bien longtemps en avance parce que pour du billet de dernière minute, je suis certain que là, Buffalo, qui à la base est une ville de hockey intense, retombe en amour avec ses Sabres maintenant qui savent jouer au hockey comme du monde. Alors, ne vous étonnez pas si vous êtes en voyage à l'extérieur et que vous voyez des enfants avec un chandail de Lane Hudson, et ça peut-être même jusqu'en Italie. Est-ce qu'ils deviennent... Mais Alex, c'est qu'ils sont le fun à regarder. Puis ça, là, je mets de côté mon chapeau de gars qui suit le Canadien. Objectivement, à la grandeur de la Ligue, c'est une des équipes les plus divertissantes à regarder. Ouais. Puis ça, on n'est pas habitué à ça à Montréal. Là, ça fait des années là, que le Canadien vit et meurt avec son gardien de but. Moi, là, on a une attaque excitante. Ouais. C'est des gens qui veulent voir du hockey de qualité. Ben, c'est divertissant. C'est sûr que là, maintenant, ils regardent le Canadien.
Bon, Christine, tu as une entrevue à aller faire là, avec quelqu'un. Quelqu'un, c'est ça qu'on fait ici. Fais ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Christine Roger, je rappelle que tu es journaliste affectée aux affaires du hockey, la preuve. C'est ça que tu t'en vas faire. C'est ça. Je suis dans un petit bureau. Une mix-zone qu'on appelle. OK, un gros merci. On se retrouve bientôt. Et puis, bonne entrevue. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.